Bonjour, bienvenue à tous. Voici la deuxième partie et la deuxième vidéo du sujet concernant le divorce. Il faut savoir, avant que vous commenciez à le regarder, que je vous donne des indications, mais il faut que ces indications, pour qu'elles marchent, correspondent à qui vous êtes. C'est-à-dire que si certaines indications ne vous correspondent pas, évidemment, il ne faut pas l'appliquer. Ça vous donne juste, on va dire, les grands points en psychologie de ce qui serait bien de faire, mais on fait d'abord ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est s'il y a des choses qui ne correspondent pas à qui vous êtes, c'est de ne pas les appliquer, parce que de toute façon, ça se passera pas bien, forcément. Par contre, si des choses font écho, vous pouvez les appliquer. Dans ces cas-là, on sait que ça agira de manière positive. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Ensuite, on me pose beaucoup la question de savoir est-ce que les parents doivent refaire leur vie. Alors oui, ils doivent refaire leur vie, mais évidemment pas le lendemain du divorce. Ça me paraît vraiment important. Comme je le disais tout à l'heure, il faut leur laisser le temps, un sas d'adaptation d'abord à l'idée que les parents sont divorcés, et ensuite à l'idée qu'il y a une autre personne qui va remplacer son papa ou sa maman. Et ensuite, il se peut aussi qu'il y ait des frères et des sœurs, et là on parlera des familles recomposées dans une prochaine vidéo. Donc, alors, il est important que le parent refasse sa vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va dire à l'enfant, je n'ai pas besoin de toi pour vivre, et ça, je reviendrai tout à l'heure dessus, parce que on ne peut pas demander à un enfant d'être la raison pour laquelle on vit. Il est important de vivre pour soi, et l'enfant... Parce que si on fait croire à l'enfant, tu es mon soleil, sans toi je suis malheureux et je ne peux pas vivre, comme certains parents le font quand l'enfant quitte la maison, l'enfant se sent en devoir et en responsabilité par rapport aux parents. Résultat, il y a de fortes chances qu'il ne fasse pas sa vie à l'âge adulte, parce qu'il se sentira responsable de son parent et donc il se sentira responsable de lui tenir la main. Et ensuite, il va rencontrer une deuxième difficulté, c'est que si jamais ce parent-là rencontre quelqu'un d'autre, l'enfant va s'opposer à cette rencontre-là. Il fera de son mieux pour que le couple ne marche pas. Donc dans votre intérêt et dans le sien, il est important de le laisser à sa place, à savoir c'est un enfant, il n'est pas votre raison de vivre, et si jamais un jour c'est le cas, je vous conseille de consulter parce que ce n'est pas normal. Aimer ses enfants, ça me paraît normal. Par contre, que l'enfant soit la raison de vivre de l'adulte, ça me paraît une problématique et c'est une souffrance et qu'il faut traiter, pardon. Donc il est important que le parent refasse sa vie, parce que ça dit à l'enfant aussi que malgré l'adversité qu'on peut rencontrer dans la vie, comme notamment un divorce et surtout quand on l'a pas choisi, eh bien on montre à l'enfant qu'on sait rebondir et que la vie, on arrive à faire des choses positives même quand on sort de difficultés. Et ça, c'est un exemple pour l'enfant, déjà. Ensuite, il est important qu'il y ait un équilibre homme-femme dans la maison. Enfin, homme-femme, nous verrons ça dans une autre vidéo, mais il est important qu'il y ait cet équilibre-là, c'est-à-dire que le cœur du parent soit pris par quelqu'un d'autre que l'enfant. C'est en plus. Il est important aussi que souvent, certaines personnes, demandent à leur enfant l'avis sur le conjoint qu'ils ont choisi. C'est une grave erreur. C'est-à-dire que pour plein de raisons, l'enfant peut dire non, je ne le veux pas, ne serait-ce que pour la jalousie, ne serait-ce que par un complexe d'Oedipe qui n'a pas été fermé ou clôturé. C'est-à-dire qu'on n'a pas expliqué à l'enfant que dans notre loi, les êtres humains, ici, dans notre société, on n'a pas le droit de se marier avec un membre de sa famille, que ce soit son père, sa mère, son frère et sa sœur. Donc, il est important déjà de poser cette règle-là à l'enfant, mais certains parents ne savent pas et donc ne la posent pas. Et de ce fait, l'enfant va refuser le conjoint parce qu'en fait, il va penser que s'il le refuse, cette place est peut-être disponible pour lui. Et ça, c'est la pire chose qu'on puisse lui faire, puisqu'il ne grandira jamais, il restera avec son parent. Donc il est important pour lui qu'il n'ait pas le choix du conjoint. Tant mieux s'il s'entend bien avec, tant pis s'il s'entend pas avec. Par contre, le parent doit faire respecter la place de son enfant. C'est-à-dire que s'il s'entend pas, si le conjoint ou l'enfant ne s'entend pas avec votre conjoint, le conjoint n'a pas le droit d'être désagréable et irrespectueux envers l'enfant. Et l'enfant n'a pas le droit non plus d'être désagréable et irrespectueux envers votre conjoint. Et il est important de maintenir ces règles-là dans la maison. Sinon, ça va vite devenir le chaos et nous en parlerons dans les familles recomposées. Nous verrons à quel point ça peut jouer. Voilà. Il est important aussi, souvent c'est une question qui revient en cabinet, c'est que certains parents appellent tous les jours leurs enfants et l'enfant, une fois qu'il a raccroché, pleure pendant plusieurs minutes, voire plus longtemps. Moi, je pense qu'il ne faut pas appeler son enfant. Dans la semaine, sauf si l'enfant, lui, veut téléphoner. Et ça, c'est différent. Pourquoi ? Ça dépend de l'âge de l'enfant aussi. C'est-à-dire que quand ils sont tout petits, quand vous les avez au téléphone, ils se projettent avec vous quand ils entendent votre voix. Résultat, quand vous raccrochez, ça fait une deuxième séparation et c'est ça qui est compliqué pour eux. Alors que s'ils ont envie de vous téléphoner, ils savent déjà qu'il y aura un moment donné où ils vont raccrocher et la rupture se fait déjà dans la tête de l'enfant puisqu'il a eu le désir de vous appeler. Alors que si c'est vous qui appelez, il est en train de jouer, il fait autre chose, il pensait pas à vous forcément à ce moment-là, on coupe l'enfant dans son jeu, on le projette dans votre histoire et dans votre image et ensuite
ensuite on fait une deuxième rupture. Et ça, c'est compliqué pour l'enfant. Je pense que les parents doivent laisser l'enfant pouvoir téléphoner à n'importe quel moment à l'autre parent. C'est-à-dire, il y a des parents qui refusent de laisser à l'enfant l'accès au téléphone pour qu'il appelle son parent qui lui manque. Je pense que ça, c'est dommageable aussi pour l'enfant. C'est à l'enfant, à un moment donné, quand le parent lui manque, de téléphoner. Il est préférable de ne pas envahir l'enfant en lui téléphonant tous les soirs. D'ailleurs, la plupart des enfants, ils ont rien à dire. Ils disent oui, ça s'est bien passé, puis voilà, ils passent vite, mais pour les raisons que je viens d'invoquer. C'est pas du tout qu'ils aiment pas leurs parents. Et ensuite, il faut surtout pas faire culpabiliser un enfant du fait qu'il n'ait pas appelé son parent. Il faut lui laisser le droit d'appeler ou pas. Vous, votre enfant, c'est pas votre doudou, donc quand il est absent, vous n'êtes pas en train de mourir non plus. Donc il faut avoir cette stabilité à l'intérieur pour pouvoir permettre à l'enfant de l'avoir lui aussi ultérieurement, c'est-à-dire de l'acquérir. Lorsque on va revenir au téléphone, lorsque l'enfant raccroche, c'est vous qui avez l'enfant et il se met à pleurer et il est inconsolable parce que son parent lui manque. Ce qu'il faut surtout pas, c'est culpabiliser l'enfant, en lui disant oui, mais toi quand tu m'appelles, eh bien tu pleures pas, ou ton père tu vas le revoir, ou peu importe. En fait, il faut juste accueillir sa souffrance et lui dire qu'en effet le divorce c'est difficile, qu'on comprend que son parent lui manque et qu'on va faire en sorte que ça se passe au mieux pour lui. Et on lui propose juste après une activité qui pourrait lui plaire, comme viens faire la cuisine avec moi, viens on va faire un jeu de société, on va le distraire ou on le fait sortir. Et ça va permettre à l'enfant, au fur et à mesure, de s'adapter à cette séquence d'arrêt, c'est-à-dire de coupure avec le parent qui lui manque, les pleurs, etc. Et l'enfant va s'adapter petit à petit. Et on va lui dire aussi qu'on est avec lui, qu'il n'est pas tout seul dans cette situation et qu'on est là pour le soutenir en attendant, et bien qu'il grandisse et que ses pleurs s'apaisent tout simplement. Donc il est important, lorsqu'on annonce aux enfants qu'on divorce, de faire attention à 3 continuums. Donc on appelle le continuum du corps, qui est le continuum spatial, le continuum de l'affectivité et le continuum social. Donc je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Le continuum du corps et spatial, c'est lorsqu'on annonce par exemple à des enfants qu'on divorce, le lendemain on déménage pas, on change pas de maison, il faut que l'enfant puisse d'abord intégrer le fait que les parents divorcent, synthétiser toutes ces informations-là pour pouvoir passer à d'autres informations. Donc, on garde la même maison au départ, on leur laisse au moins 1 mois de délai aux enfants. Ensuite, si jamais on doit vendre la maison, eh bien, il faut investir l'enfant d'aller visiter la nouvelle maison, de lui montrer sa nouvelle chambre, de le projeter dans la décoration. On mettra ton lit ici, on fera ça, etc. pour lui permettre qu'il y ait un continuum, justement, qu'il puisse se projeter, qu'il n'y ait pas une rupture spatiale déjà. Ensuite, il y a le continuum de l'affectivité, c'est-à-dire qu'on sait que lorsqu'on annonce à un enfant que les parents divorcent, il ne faut pas que le père, juste après la discussion, ou la mère, s'en aille. Il est important que le parent reste un petit peu, que même si c'est plusieurs jours, voire plusieurs semaines, le temps que l'enfant s'adapte à tout ça. Il ne faut pas que la rupture soit brutale. Il ne faut pas non plus le changer de nourrice en même temps. Il ne faut pas qu'il y ait des changements majeurs dans sa vie au moment où on annonce le divorce. Il est préférable de leur laisser, on va dire, entre 3 semaines et 1 mois pour qu'ils puissent gérer cette information-là. Le continuum social, c'est l'école. C'est-à-dire que il est opportun, lorsqu'on divorce, de ne pas les changer d'école, de ne pas les changer de nourrice, de ne pas les changer, on va dire, d'amis. Tout ça à ce moment-là. Il faut faire ça progressivement, sinon l'enfant va se sentir relativement perdu, il aura beaucoup de mal. Il risque de développer des symptômes qui vont en fait nous laisser entendre qu'il est traumatisé. Et en tout cas qu'il n'arrive pas à le gérer. Voilà, il faut savoir aussi que il est important pour l'enfant qu'il sache que le parent qui est absent est partie prenante dans son éducation. C'est-à-dire que même s'il n'est plus dans la maison, il est au courant de ce qui se passe pour lui, de ce qu'il fait, des décisions qui sont prises pour lui, et de savoir aussi que son parent est d'accord. C'est-à-dire que les 2 parents sont d'accord pour les décisions qui sont prises pour lui. C'est hyper important, en fait, que l'enfant le sache. C'est-à-dire qu'il ne pense pas que la mère ou le père est tout puissant et qu'il fait un peu ce qu'il veut et qu'on ne demande pas à l'autre parent son avis et son avis sur les décisions qui sont importantes pour lui. Là, à présent, nous allons parler des symptômes que nous pouvons retrouver chez les enfants qui devraient vous amener à consulter si ça perdure. C'est-à-dire qu'on laisse, évidemment, on lui laisse au moins 1 mois pour qu'il s'adapte à tout ça. Et après, si au bout d'1 mois, il a quand même des symptômes liés au divorce, je pense qu'il est préférable de consulter pour voir justement si l'enfant a bien saisi, si cela lui a été bien expliqué. Et voir où se situe la problématique en fait. Donc on va se retrouver avec des troubles de l'alimentation, avec des régressions, c'est-à-dire que tout ce qui était acquis a été perdu, ou certaines choses qui ont été acquises ont été perdues. On va se retrouver avec des troubles du jeu, c'est-à-dire l'enfant ne joue plus, il est triste, il est angoissé, il est préoccupé. Ça doit amener, si ça reste longtemps, à consulter. Les troubles du sommeil, les troubles alimentaires, je crois que je l'ai dit, et l'agressivité.
tous ces symptômes-là ne sont pas normaux. On va laisser passer un mois. Au bout d'un mois, il faut que l'enfant ait à peu près retrouvé un semblant d'équilibre. Si c'est pas le cas, il faut se poser des questions. Il faut voir justement où c'est que se trouve la difficulté pour cet enfant-là, soit dans ce qu'il n'a pas compris ou qu'on lui a mal expliqué, soit dans ce qui se joue à travers ses parents. Parce que souvent les parents se servent de l'enfant comme arme contre le conjoint. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus destructeur et c'est souvent là qu'on retrouve des symptômes. Donc, je vous conseille de consulter, en tout cas, s'il a ces symptômes-là, ça me paraît vraiment primordial. Voilà, si vous avez d'autres questions, c'est comme d'habitude. Si vous avez des questions précises, vous n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et lorsque je ferai la vidéo où je vais répondre à toutes vos questions, j'en profiterai pour répondre précisément à des questions précises. Voilà, je vous dis à bientôt.